Bienvenue sur cette nouvelle vidéo du YouTube Pagan Challenge. Et oh mon dieu, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un donut. Voilà, ce sera la seule référence des Simpsons. Parce que c'est pas du tout une référence personnelle, mais voilà, j'avais trouvé les donuts spéciaux Simpsons, donc je me suis dit, allez, je vais faire une petite blague. Voilà. Alors, j'ai fait une petite pile de livres, donc si ça atteint cette hauteur, c'est qu'en fait ça fait ça en vrai, hein, voilà. Et ça c'est juste les livres. Pour mes références culturelles, parce que en fait, voilà, c'est très important pour moi la culture, c'est ça qui m'a mené, qui a entretenu l'aspiration païenne en moi de le plus jeune âge. Et encore, c'est peut-être même pas les bouquins. Ouais, si j'ai les bouquins qu'il faut là-dedans pour vous expliquer un peu ça. Parce que moi, en fait, si je suis venue au paganisme, et bon, ça va vachement recouper aussi avec la première vidéo YouTube Pagan Challenge, parce que justement, c'est par la culture que j'en suis venue à la spiritualité. Et ouais. Et il y a des livres que je n'ai pas ici, mais je vais quand même vous mentionner qui m'ont vachement aidé aussi à me reconnecter à cette dimension païenne en moi. Qui sont en fait Les Descendants de Merlin, que j'ai pas lu quand j'étais jeune, mais que j'ai lu à un moment où justement j'étais en plein éveil spirituel et où je me suis dit, mais ça me parle quoi, ces bouquins me parlent. Bon, parce que je m'appelle Viviane et que Descendants de Merlin, le mythe arthurien, il y en a dans le paquet. Excusez-moi, j'en ai encore oublié. Ça me parle. Ça me parle de ouf. Excusez-moi, je fais un peu mon marché, voilà. Non, parce que enfin, je serais pas exhaustive, c'est impossible parce qu'il y a tellement de choses qui ont guidé ma culture païenne. Voilà. Mais bon, vu que ces tas sont immenses, je vais quand même un peu attaquer. Pour pas que la vidéo soit trop longue, hein. Non, mais je vise les 50 minutes, hein. Ce sera de bon aloi. Petite vidéo courte. Voilà. Ça, mine de rien, c'est vachement ma vie à l'heure actuelle. Le retour du féminin sacré, surtout la version qui en fait le film. C'est ma vie quoi, j'étudie avec, là dans la formation que je fais, donc Fountain of Life, c'est un des descendants du Christ, enfin de la lignée de Jésus et Marie-Madeleine, et c'est complètement ça quoi, c'est complètement ça, voilà. Enfin c'est complètement ça, ça c'est Dan Brown, hein, ça c'est la version de Dan Brown conspirationniste, je sais plus comment il s'appelle, la société secrète qui gère les descendants de... Voilà, mais bon, n'empêche que ça c'est vachement, ça m'a vachement parlé en fait, pour plein de raisons. Et en fait, Dan Brown a une étude, une histoire à lui, mais une vision très juste en fait, tout simplement. Voilà, voilà. Donc Dan Brown c'est fait. Je sais pas si vous pouvez bien le lire, c'est La légende de la ville 10. Pour moi qui est une âme qui a vécu très brièvement, juste une vie a priori, en Atlantide. Le coup des villes immergées, tout ça, ça me parlait enfant. Et il y a un autre bouquin qui fait mention de ça, donc Is, Is, l'Islande, l'île perdue, la ville perdue, engloutie. Ça, je l'ai lu très jeune. Ça aussi, alors les contes d'Excalibur, c'est avec le film Merlin. Moi, c'est le film Merlin surtout qui m'a guidée après. C'est seulement après que j'ai vu Les Brumes d'Avalon, mais c'est surtout le film Merlin, en 2 parties. C'était un téléfilm à la base, mais il est tellement bien. Avec la reine Mab et la dame du lac qui, genre, sert à rien, un petit cortège de poissons tout autour, enfin voilà. Ça j'ai lu jeune, les contes d'Excalibur. Excalibur, c'est complètement le masculin sacré, hein. L'épée, hein. L'épée, c'est le masculin sacré, le Graal, c'est le féminin sacré. Ça, je l'ai lu jeune. Ça, je l'ai lu, j'avais l'âge d'Harry Potter, en fait. Donc ça m'a vachement parlé. Mon premier petit copain, j'ai flashé dessus parce qu'il ressemblait à Harry Potter. On peut pas passer à côté de Harry Potter. C'est une base pour des références à la sorcellerie, même si, en fait, j'en avais déjà d'autres de références à la sorcellerie que je vais vous exhumer là-dedans. Mais bon, comment ne pas citer Harry Potter, quoi. J'étais vraiment pré-ado. Mathilda. Parce que ça, je sais pas si vous l'avez vu, mais il est super. Roald Dahl, il fait des super bouquins. Mais notamment, parce que bon, là, je sors Mathilda, mais il y a aussi Les sorcières de la rue Mouffetard. Mine de rien, il est pas mal sur les contes modernes. Et Mathilda, ça me parle vachement. Parce que, enfin,
C'est une surdouée qui, parce que tellement elle est surdouée, elle se fait chier dans sa classe, elle développe des pouvoirs psy. Et elle a une vie de merde. Mais voilà, elle a un grand cœur. Donc, et puis elle est très 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 intelligente, donc vous voyez, sur sa pile de bouquins et tout. Mais il y avait Les sorcières de la rue Mouffetard aussi. Il a pas mal écrit sur des sorcières et il a modernisé en fait des références de contes et tout. Bah, Charlie et la chocolatrice, c'est lui qui a fait lui, ça non que je dis pas de conneries. Mais bon, voilà, moi là j'avais Mathilda, Les sorcières de la rue Mouffetard, je crois que j'avais lu au CDI, un truc comme ça, mais je les ai lus assez tôt. Très rapidement, Robin Hobb, parce que moi les références fantasy, la fantasy, j'ai juste tapé dedans largement. Hobb, je l'ai lu, j'étais déjà à l'université, je crois. Ouais, voilà. Donc pas méga tôt. Donc là c'est juste le tome 4, mais c'est pour vous montrer l'Assassin Royal. Alors j'ai essentiellement lu l'Assassin Royal, les 2 cycles, avec l'art et le vif, qui sont des interprétations très sympathiques d'un monde magique et du rapport alors pour le vif à l'animalité et pour l'art au pouvoir psy, télékinésique et tout machin. Donc voilà, ça c'est pas mal. Fantasy au féminin. Enfin je vais pas faire ça, je vais faire ça, voilà. Fantasy au féminin parce que c'est un petit peu le mieux et bien sûr comme pour l'illustrer, Anne McCaffrey qui a été ma découverte, j'étais encore au collège, c'est ce qui m'a aidé à survivre au collège, je déconne même pas. Ça c'était la saga de Perne. Et littéralement, la balade de Perne est littéralement ce qui m'a maintenue en vie pendant mon collège, les heures les plus sombres. C'était mes livres de chevet et c'était pour ça que je me suicidais pas. Quoi. Parce qu'il y avait ces trucs géniaux, ces aventures géniales à vivre par des bouquins. Et j'avais une telle immersion dans ces livres que... voilà. Si tu veux vivre des aventures, ben ça c'est pas mal du tout. Bon après il y a des longueurs hein, dans ces sagas, hein. Tous les bouquins sont pas super, mais son univers est génial. C'est de la science fantasy. Et ça c'est génial. Parce que c'est pareil, ça te donne une ouverture toi en tant qu'athée sur une dimension que oui, la technologie, les races aliens puissent en fait mener à une forme de magie, de ce que, avec un point de vue peut-être plus arriéré, etc., ça c'est le pouvoir de l'œuvre, hein, c'est qu'on arrive, il y a des dragons, c'est un univers médiéval fantastique de base, et en fait on se rend compte que... Alors désolé pour le spoil, mais bon, ils ont réédité ça un peu à l'arrache et très vite on se fait spoiler le truc, mais moi cette découverte d'un monde médiéval fantastique qui est en fait un reliquat d'un développement technologique, c'est vraiment c'était merveilleux, c'était génial quoi, c'était genre, en fait ça peut exister quoi, c'était vraiment une porte ouverte quoi. Donc le vol du dragon, donc la balade de Perne, mais pas que. Pour Anne McCaffrey, excusez-moi, il y a aussi eu La transe du cristal un peu plus tard, avec la lithothérapie, enfin c'est pas de la lithothérapie en fait, c'est une technologie, un monde où la technologie est basée sur des cristaux, et elle est chanteuse cristal, donc qui la chantera, l'héroïne est chanteuse cristal, plutôt que d'être une artiste, elle devient une technicienne. Et c'est un peu son histoire, c'est complètement son histoire, mais l'histoire aussi d'un univers étendu, d'une galaxie, avec un mariage organico-technologique très intéressant. Notamment des vies humaines qui deviennent des vaisseaux, mais l'intelligence n'est pas artificielle, elle est organique à la base. Ce qui est super en fait. Le mariage techno-organique d'Anne McCaffrey est vraiment super quoi. Ça me donne une vision du futur où il y a toujours une certaine forme de magie en fait. Voilà. Alors ça pour la blague, je l'ai trouvé en fait. Je sais pas si vous voyez bien John O, mais voilà c'est voilà. Ça c'est l'intégrale. Ce bouquin-là, c'est pas du tout celui avec lesquels j'ai commencé, mais je l'ai trouvé dans une bibliothèque, la bibliothèque municipale de La Sauve, en bouquin à donner. C'est-à-dire que c'était au-dessus de la pile. Et moi, je venais pour donner des bouquins, et j'étais genre... Enfin, non, je venais pas pour donner des bouquins, mais juste pour voir ce que je pouvais lire. Et d'ailleurs, j'en profite pour citer L'Épouvanteur, qui donne une vision des sorcières, de la magie, des monstres et tout ça. Super intéressante, c'est pour les enfants, mais c'est génial, ça se lit du coup hyper bien.
Et il y a vraiment une dimension horrifique des ombres, mais des nuances de gris qui sont géniales. Et que j'ai pas fini, de la saga j'ai pas fini. Enfin voilà, mais pour dire qu'en fait ça, c'était un petit bouquin qui m'avait été donné en fait. Il est d'occasion, mais c'est génial parce que il m'a coûté rien. Mais c'était évident que j'allais un jour acheter, plutôt que d'acheter du neuf, si tu laisses l'univers te guider, te faire un peu des cadeaux, si tu es dans de bonnes dispositions d'esprit aussi, à la sauve j'avais des bonnes vibrations, tu peux recevoir ce genre de petite gâterie de l'univers, donc ça c'était super cool. D'ailleurs, en parlant de signes sur la route, alors j'allais amener des trucs à ma grand-mère. Il y a un écureuil qui a traversé, alors je corrigeais mon itinéraire parce que j'étais en train d'oublier ma grand-mère. Je corrige mon itinéraire à un écureuil qui traverse juste devant et j'ai fait ah, je l'ai bien vu du coup, un petit écureuil tout roux, hop, qui passe, mais juste pile devant ma voiture quoi. Et je me suis dit putain, le cil, ah, il est trop mignon le. Il avait pas fini de traverser que j'étais genre ah, l'écureuil, trop mignon. Parce qu'en plus, l'écureuil fait partie de mes animaux de pouvoir, puis ça m'a vraiment aiguillé, vu les circonstances dans lesquelles je l'ai rencontré. Je me suis dit oui, ça renvoie à la dimension économiste de ma famille qui en fait a bâti sa fortune en économisant sur des générations. Enfin, en tout cas sur une génération qui concerne ma grand-mère quoi. Donc vraiment, ouais, c'est super d'avoir ce genre de clin d'œil de l'univers, ce genre de cadeaux quoi. J'ai aucun doute que l'écureuil, c'est des petites fées qui lui ont dit vas-y traverse à ce moment-là pour me donner un signe quoi. Donc c'est génial. Plutôt que de vous plaindre qu'il y a des animaux qui traversent devant la route ou machin quoi, dites-vous ah peut-être que c'est pas une coïncidence. Donc c'est pas fait pour vous emmerder, au contraire. On enchaîne sur les bases de la fantasy. Donc Mercedes Laquais, Sœur de sang, c'est par ça, ce bouquin-là qu'il faut commencer. Pour les sagas des héros de Valdemar et tout l'univers de Valdemar, de l'univers qu'a construit Mercedes Laquais, c'est un truc de ouf. C'est génial, c'est magiquement, fantastiquement, enfin fantaisiment, au niveau des divinités, au niveau de la magie, au niveau de plein de choses, c'est super fouillé, au niveau des pouvoirs psy. Parce que c'est là-dedans qu'en fait, pour la première fois, il y a eu des descriptions d'habiletés psychiques, de la pyrokinésie, de la télépathie, de l'empathie, parce que l'héroïne, enfin l'autre, est empathe, elle en chie au début, parce que justement, elle a besoin de déconstruire ses barrières psychiques. Et ça, c'est vraiment le genre de choses où on se dit qu'on est préparé culturellement à passer de l'autre côté du miroir. Parce que y a vraiment même des détails de cours de magie sur les habiletés psychiques là-dedans, quoi. Donc ne perdez pas votre temps. La base absolue, hein, avec Tolkien, pour moi. Oui, je sais, ça ressemble à un exposé de bibliothèque de fantasy, mais en fait, voilà. Parce qu'à chaque fois, il y a de la magie, il y a des choses qui m'ont aiguillée spirituellement. C'était des guidances, quoi. Donc David Eddings, le pion blanc des présages, excusez-moi, et toute la saga de la Belgaria, de la Malorée et les préquels, surtout cette saga, hein, parce qu'il y a aussi les joyaux, mais c'était moins bien. Paul Gara, moi je me suis fait une mèche blanche, parce que Paul Gara, elle a une mèche blanche crânienne, juste, voilà. Hein. C'est génial aussi la partie d'échecs cosmiques, dont le héros a un destin et ça le fait chier parce qu'il arrête pas de se plaindre le long du bouquin, pourquoi j'ai un destin et toute ta gueule et fais ta... Parce qu'il y a de l'humour dedans, contrairement à Tolkien qui n'a pas d'humour et qui est un peu misogyne. Là-dedans, il y a des personnages féminins forts et de l'humour et vraiment, il y a des merveilles de caractère qui sont vraiment super bien, quoi. Donc voilà, David Eddings, clairement. Après, la magie, le vouloir et le verbe, quoi, tout ça. Ça, j'ai lu, j'étais plutôt jeune. Donc le livre des étoiles, avec un héros qui vient d'une ville qui s'appelle Is et qui est à cheval entre deux dimensions. Une dimension complètement fantastique, magique. Eux, où ils se procurent quand même du Nutella dans leur monde à cheval, là. Et le monde moderne, normal. Donc en fait, ça fait complètement le pont entre des dimensions. Et voilà. Où il y a des espèces de proto-runes. Alors en fait, voilà, il y a... Je sais pas s'il a inventé des runes. Il a pas inventé Féu, par exemple. Uruz, je ne sais pas.
Tuzaz, je ne sais pas, Reidu, je ne sais pas, Wunjo, je pense qu'il en a inventé certaines, puis il y en a d'autres qu'il a repris. Donc je pensais apprendre les runes grâce à ça, mais en fait, non. Bah non, c'est pas le Futark, c'est pas tous les trucs comme ça, c'est des trucs un peu inventés aussi, donc bon. N'empêche que ça donne une première approche ouais, d'un univers magique, de voyage entre les dimensions, etc. Ce qui est pas mal. Ça, j'étais assez jeune. Pullman. Parce que pour une ange incarnée comme moi, Pullman et les Royaumes du Nord et tout sa saga à la croisée des mondes qui a été très très mal adaptée au niveau scénario, personnages et dialogue surtout. Les dialogues sont affreux dans le film. Mais cette saga est absolument à lire. Hein. Elle est géniale. Elle est géniale, surtout dans sa résolution. La notion d'ange, la notion de hiérarchie angélique, qui est Dieu. Il a eu des problèmes d'ailleurs avec l'Église catholique à cause de ses bouquins, parce que il est très anticlérical, mais pas du tout contre la divinité ou quoi. La notion d'Adam et Ève, version 2, il y a vraiment des trucs super cool là-dedans. La relation aussi à la divination, parce que mine de rien, Lyra, donc l'héroïne, trouve un alétiomètre, donc un diseur de vérité, qui fonctionne en captant, on va dire, de la prana, et en lisant des signes, et surtout parce qu'elle est guidée spirituellement pour savoir intuitivement interpréter ces signes de façon très très bonne, faculté qu'elle perd à la fin, désolée pour le spoil. C'est vraiment c'est génial quoi, parce qu'il y a le Yiking, je crois, aussi qui est mentionné dans ce bouquin, parce que dans le multivers qu'il a créé, il y a aussi notamment notre Terre à nous, avec une scientifique qui part dans un autre enfin voilà, donc génial, encore une fois. Ça je l'ai lu assez jeune quand même, le Royaume du Nord. Pratchett, j'ai découvert tard, mais tant mieux, parce qu'il faut avoir un certain bagage culturel pour apprécier vraiment Pratchett. Et je suis tombée absolument amoureuse de ces sorcières. Ces sorcières sont géniales. La 8e fille, du coup, c'est un peu la version si une femme devait être un mage dans un monde assez patriarcal quand même, enfin, très genré. Si t'es un garçon, tu es mage, si t'es une fille, tu es sorcière. Et du coup, c'est le problème, c'est qu'en fait, c'est une 8e fille, du coup, elle a des pouvoirs de mage, mais reçoit l'éducation de sorcière parce que c'est une fille, et donc du coup, la sorcière essaye de la faire entrer quand même dans l'académie des mages d'une manière ou d'une autre, et du coup, il y a un certain rapprochement entre hommes et femmes, et les formes de magie qu'ont vraiment, et Pratchett vraiment saisit bien, je trouve, les différences. Et en fait, il y a même donc il y a pas Nounou, excusez-moi, mais Messire du Temps qui théorise sur la nature féminine de la magie, et surtout le fait que les femmes, les sorcières, pratiquent la tétologie. Mine de rien, en fait, il y a pas mal d'actes magiques de sorcières qui... Enfin, la structure magique, elle est hyper intelligente et hyper réaliste. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui passent par la tête, notamment le champ morphique. C'est super intéressant d'avoir cette notion de champ morphique. Comme quoi, en fait, il faut surtout modifier sa façon de penser pour entrer dans... Enfin, l'explication magique est super intéressante là-dedans. Parce qu'à chaque fois, les trucs magiques, fantastiques que je lis, mais il y a toujours un fonctionnement magique, un fonctionnement ésotérique, en fait, intrinsèque, que je trouve très intéressant de piger, parce que c'est toujours les manières dont l'auteur a mis en forme, a conceptualisé, en fait, la magie. Et donc vraiment voilà, la 8e fille, toutes les fois qu'il y a des sorcières, j'adore absolument, j'adore leur caractère et tout. Enfin surtout Nounou Hogg et Mémé sur du temps, enfin, les deux là principales. Donc il y a aussi du coup là-bas dans le premier bouquin, c'est le 8e sortilège. Et toute la saga, Pratchett est super intéressant au niveau magique, franchement voilà. On va bientôt en avoir fini des bouquins. Laurel K. Hamilton, j'en suis venue à en lire. Alors j'ai commencé plutôt par sa saga sur les vampires, donc Anita Blake. J'en avais entendu parler parce que j'étais sur un forum féerique, donc Faerie, de roleplay, et que en fait tout l'univers du forum fantastique était reposé sur deux seeds. Une seed Silly et une seed Unseelie. Et donc je connaissais pas du tout ces notions. Et c'est en fait, elle-même l'auteur, enfin l'admin du forum, les tenait de Mary Gentry,
Et donc du coup, je les ai lus. Alors c'est magie, sexe, faut bien être clair. C'est pas pour les enfants. C'est de l'urban fantasy en fait, mais c'est la première fois que je lisais de l'urban fantasy aussi. Et Laurel K. Hamilton, elle s'est quand même pas mal gérée, quoi, on va dire. Une référence aussi. Voilà, Anne Rice. Alors il n'y avait pas de problème si... Moi j'ai pas lu le premier bouquin, parce qu'il y a une adaptation, donc voilà. La Reine des damnés par contre, il faut absolument pas que vous regardiez les films, pareil pour les stats. Hein. Il y a vraiment juste Entretien avec un vampire, vous pouvez regarder le film, c'est bon. Même si vous aimez vraiment, je pense qu'il faut lire le bouquin. Mais moi je l'ai pas fait, donc voilà. Et la suite, donc c'est donc La Reine des damnés et les stats. Et j'ai les stats aussi. Ah non, mais ça c'est peut-être la troisième, je dis peut-être des bêtises. Mais bon, les stats, ouais, peut-être les stats c'est le deuxième. Enfin, moi j'ai lu surtout les... Enfin, j'ai lu surtout les grosses révélations vampiriques là, comme ça, sur... Je me suis dit qu'au bout d'un moment, jouant une vampire, il fallait que j'ai les références vampiriques, donc Anne Rice, c'est la base. Avec Dracula, quoi. Ouais, clairement, c'est super intéressant. Les vampires évolutifs. Il y a des trucs très très intéressants, notamment sur la magie noire, ou comment sont nés les vampires, en fait, d'après cet auteur, et comment, en fait, effectivement, la base magique derrière, la base des esprits liés au sang, et aussi la dimension des racines égyptiennes, de vieilles pratiques, pour Akasha, qui comme par hasard s'appelle Akasha, quoi. Ah, voilà. On a fait le tour pour les bouquins, globalement. Après, il y a les grands livres. Et en fait, je vais vous sortir, voilà, ce truc-là. Parce que, en fait, ça, j'ai commencé à choper enfin, à aller plonger ma vie dedans. Ça, au CDI, il y avait des petits... Alors, c'était pas au CDI, c'était à la BU. Mais à la BU notamment de Damien, je tombais sur pas la compilation celle-là, mais d'autres fascicules sur certains peuples. Donc la grande encyclopédie du merveilleux de Édouard Brazet, qui a pas un point de vue interne, hein. C'est vraiment folklore, mais c'est quand même vachement bien. Pour le visuel, pour la récapitulativité, si ce mot existe. Moi aussi, ce que j'aimais beaucoup, c'était les châteaux aux mille machins, les trucs, les livres dont vous êtes le héros en format BD avec des grandes illustrations où il fallait trouver les joyaux et tout. Moi, je kiffais ça. Alors ça, c'était vraiment au CDI de mon collège que je lisais ça. Donc ouais, ça, même moi, pour moi, c'est une référence parce qu'il y a sont référencés pas mal de races connues du petit peuple. Et ça peut être une base de recherche vis-à-vis des élémentaires parce que, mine de rien, ça compile pas mal. Du point de vue du folklore, en plus. Donc pas d'un point de vue d'expert autoproclamé sur... voilà. Je vais vous parler vite fait d'Olivier Ledroit, parce que c'est lui qui a notamment dessiné La Fée Viviane, Titania, etc. Donc un mec qui dessine trop bien. Alors Wicca c'est pas vraiment... mais vous noterez déjà le nom, c'est assez... voilà. Lui il écrit et il réalise pas mal pour des mondes basés sur des univers féeriques. Il a notamment dessiné des trucs d'ambre. C'est vrai que je vous ai pas mis... j'ai pas sorti les princes d'ambre, mais bon, mine de rien, les princes d'ambre. Voilà, de Zelazny. Donc illustration géniale, scénario intéressant, voilà. Mais juste voilà comme je l'ai et que j'ai surtout, enfin voilà, rien que pour l'illustration, putain, ça vaut le coup. Parce que le droit il fait vraiment rêver visuellement, c'est génial quoi. Voilà. Alors je vais vous ressortir, non mais il est trop en bas, j'ai fait un peu le raid des trucs, je vais faire un peu dans le... Il n'y a pas trop de sens, c'est le sens de la pile. Moi, ça, c'est ma référence BD. J'adore absolument cette BD. Pour la version, peut-être une ouverture alien, extraterrestre, spirituellement. L'héroïne, donc Navis, est la seule humaine dans un monde alien. C'est une naufragée qui est séparée de son espèce, et même de sa nature humaine, c'est pas ce que c'est que la nature humaine. Alors moi qui suis brune aux yeux verts, je vous assure que ça me parle de ouf.
je m'identifie vachement, voilà, un tempérament de feu. Et ça a été vraiment une guidance. Parce qu'en fait, cette héroïne en fait évolue. Elle est ado. Passe par un âge adulte. Elle commence maintenant à vieillir pas mal. Et a priori, alors je sais pas si c'est Morvan ou Bûcher qui font le scénario, mais elle a une vraie évolution personnelle et psychologique en même temps qu'une évolution dans l'histoire. C'est super bien foutu. Enfin, jusqu'à ce que quand j'en ai lu pour l'instant, c'est vraiment génial. Il y a notamment un épisode, enfin une BD où elle est sur une planète qui oblige à dire la vérité. Parce que la planète est vivante et elle se met en lien avec tous les êtres sensibles psychiquement. Ce qui fait qu'en fait, elle, de par sa nature humaine et donc par des barrières psychiques et une énergie mentale non perceptible par les races aliens, arrive à mentir, c'est la seule qui peut mentir ou ne pas dévoiler des choses sur cette planète. Et c'est très intéressant parce que du coup il y a plein de secrets qui sont dévoilés. Et ça s'appelle, le titre c'est Zone Franche. Et enfin c'est marrant quoi. Voilà. Ça c'est un petit clin d'œil parce que c'est dans une brocante à Bordeaux que j'ai trouvé ça. J'avais piqué ça. Je m'étais dit allez. Malheureusement c'est pas du tout intrusif, c'est culturellement en plus super axé sur la démonologie plus que sur la sorcellerie. Je vous assure que c'est vraiment angle sataniste qui est abordé. C'est vraiment pas renseigné. Enfin, en fait, il y a des vraies références et puis il y a vraiment pas mal de désinformation parce que je pense qu'une des références de ce petit livre-là, c'est le marteau des sorcières. Donc, d'ailleurs, on va voir parce que c'est par ordre alphabétique et du coup, normalement, il devrait... M. Est-ce qu'il y a Maleus Maleficarum, le marteau des sorcières, effectivement. Et ça prend pas ça, mine de rien, ça prend un peu la place. Vous voyez, il y a des illustrations qui sont moi je trouve ça assez moche, très démonisant, maléfique, etc. Les sorcières sont très dépictées proches du diable et des succubes en fait. Il y a pas mal de... Combien de fois il y a des sortilèges de nouement de l'aiguillette et on en revient à ça. Des rapports avec le masculin non sacré, donc de Satan, machin. Essentiellement magie noire, c'est vraiment juste magie noire, démonologie, machin. Va des rétro satanas quoi. Mais c'est vrai que... Enfin après voilà, par exemple, vampires et larves. Les larves sont des entités réelles engendrées par des idées fixes que développent certaines personnes. Bah ça c'est vrai quoi. Voilà. Donc il y a des choses vraies. Mais c'est vrai que l'angle, moi j'aime pas du tout. Il y a aussi des notions de vaudou, Volt et Vult. Je sais pas si c'est vous, comme on prononce, mais Voltagiste à la manière de pile dont l'énergie destructrice se libère et contamine la victime. C'est vraiment magie noire hein, ce truc. Donc voilà. J'étais un peu... j'étais pas satisfaite, ça m'a pas fait rêver du tout. C'est pas le genre de sorcière que... C'est pas la sorcellerie qui m'intéresse du tout. Pour changer de registre, plus ou moins. Encore un truc sur les chevaliers de la table ronde. Et sur d'ailleurs Perceval qui trouve le Graal à la fin. Et le château du roi pêcheur. Putain, il y a une tête de cerf blanc. Ouais, c'est tellement métaphorique. Le Graal. C'est super axe catholicisme. D'ailleurs, Merlin y est décrit comme le fils du diable. C'est ça. Donc, pas du tout les... Enfin... Ouais, parce que là, il y a des dragons qui combattent, mais... Enfin, vraiment en version catholique des chevaliers. Parce que, mine de rien, qu'est-ce que c'est l'histoire des chevaliers de la table ronde? C'est le passage d'une ère païenne, où il y a la Dame du Lac, où il y a de la magie, hein, à une ère catholique avec le Dieu et le diable, Jésus et le Saint Graal. Donc vraiment c'est la passation de pouvoir religieuse, c'est vraiment ça. Et comme par hasard, un autre bouquin où ouais, l'histoire du Terpent Dragon. Du Terpent Dragon, la base de la lignée
tout ça, l'épée dans l'enclume, donc plus Excaliburien. Non, parce que non, en fait, dedans il y a Nimue. Dedans il y a Nimue qui emprisonne... Donc là, peut-être un peu plus fantastique, un peu plus féerique. Ça décrit pas mal de contes, des chevaliers de la table ronde, nanana. Contes qui existaient bien avant Jésus et tout. Des contes celtes, en fait, pas mal. Voilà, ah ben justement, en parlant de celtes, alors ça c'est un bouquin, faudrait que je le relise parce que c'était genre des contes, ça m'avait fait je savais pas trop pourquoi, mais ça m'avait fait une forte impression en fait. Même si mine de rien, légendes et contes de tout pays là, on peut se dire que par exemple des contes aztèques, ça m'intéresserait pas mal. J'ai les contes de l'aigle et du serpent en petit bouquin, donc maintenant j'avais eu une approche aztèque aussi. Il y a des vies antérieures forcément, des Aztèques, des Celtes, de Grimm. Ah oui, les contes de Grimm. Comment ne pas les citer? Les contes de Perrault, les contes de Grimm. Les contes de Perrault. Ouais. Bon, au final, ouais, c'est celui-là. Et introduction, on s'en fout. Moi, je veux le nom des... Alors, le roi Conal, ok, on s'en fout. La grappe anti-Gouillon. Alors, Gouillon, il y en a toutes les sauces, parce que c'est un prénom répandu. C'est vraiment... ouais, il y en a 12 000 dans les contes celtes. Non, c'est plutôt, ouais, des contes, quoi, en fait. Il n'y a pas vraiment de notion de divinité, je crois pas. Il n'y a pas forcément notion de... ouais, c'est... de Carnonos ou de... Ouais, c'est plutôt des histoires mettant en scène des petits héros, quoi. Comment la glorieuse ville d'Ys fut engloutie par les vagues de la mer. Comment les Corrigans mirent leurs trésors au sec. C'est des petites histoires en fait. Comment Janet combattit la reine des elfes. Plus jeune frère. Enfin, c'est vraiment des contes où il y a... La notion de morale est intéressante. C'est vraiment pas une morale manichéenne, catholique ou quoi. C'est vraiment une morale en tas de degrés. Et qu'en fait, il y a des forces... La magie est puissante. La magie naturelle, des fées, des autres. Et elle enseigne qu'en fait, à chaque fois, tu prends à la légère. Surtout pour ton pouvoir personnel, ton intérêt personnel, des pouvoirs en puissance. Tu finis par le payer, tu le payes cher en fait. C'est un petit peu ça, moi je trouve, peut-être les morales que j'ai retenues de ça. Un truc que j'ai acheté récemment, mais je trouve ça génial, c'est la mythologie en BD. Donc Isis et Osiris, les enfants du désordre. Et il n'y a pas vraiment de bouquin hein, pour les deux. Enfin, ça c'est une version de la construction. Et ça permet de visuellement organiser un peu sa pensée quand on commence à réfléchir à des dieux égyptiens. Et comme on a vu, ça a été le merdier parce que au fil des siècles et des millénaires, les panthéons ont évolué culturellement. Il y a une pensée notamment très patriarcale qui s'est instaurée, donc voilà. Moi qui bosse à l'heure actuelle avec Hathor, comment elle s'est fait rapprocher d'Isis, enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin, ça donne un peu plus de visibilité. On va tomber dans mes vieux classiques. Alors je vous ai déjà parlé de ElfQuest pour la dimension New Age. Je vais vous parler notamment de l'épée de cristal, alors que j'ai ici en tout condensé. Et mine de rien aussi Laurette et Harpy, qui sont des personnages issus de sorcières, qui sont des personnages issus de l'épée de cristal. Et à travers 2 volumes de BD qui sont très très bien, sont développés sur le style de l'humour plutôt que de l'aventure. Qui sont absolument géniaux quoi. Parce qu'il y en a une vieille sorcière acariate, donc c'est 2 sœurs jumelles. Et vraiment l'humour est très sympa. Où il y a une sœur qui est vraiment très coquette mais moche et qui justement cherche notamment, alors ça revient souvent, sa potion, elle trouve une potion de beauté qui nécessite 1 foie 2 drelins et elle devient super belle rousse avec une très grande chevelure, une poitrine, enfin le fantasme féminin idéal.
Enfin, il y a pas mal d'histoires qui se passent avec cette fameuse potion de beauté qui finit au bout d'un moment, donc elle se retrouve en moche. C'est pas mal. Et l'autre qui la chambre non-stop parce que c'est une vieille aigrie qui passe sa vie juste avec sa sœur et qui, voilà quoi, qui est assez cruelle, mais bon, quand même humaine quoi, un peu quoi. Enfin voilà, elles sont vraiment dans les teintes de gris humoristiques, c'est marrant. Donc voilà, pour revenir plutôt à l'épée de cristal, c'est génial parce qu'à la fin, le mal gagne. Vous y attendez pas à ça. Vous avez été déçus de la fin de Harry Potter, avouez. Eh ben, ce livre vous décevra pas. Cette BD. Putain, ouais, une BD super adulte. Je vous conseille pas à des enfants, mais pas du tout. C'est un truc qui est pas trop connu. En plus, c'est Les Compagnons du Crépuscule. Il y a du petit peuple dedans. C'est à l'époque de la guerre de 100 ans. Donc, période assez obscure hein, de l'histoire de l'humanité, notamment. Enfin, voilà. Excusez-moi. Hop. Mais ouais, c'est une période très sombre de l'histoire de l'humanité. Et comment, en fait, effectivement, la religion, enfin les mœurs, la moralité humaine même, était assez désastreuse. Donc je pense que ça donne un point de vue assez réaliste de la période historique. Par exemple, voilà, la violence au XIVe siècle. C'est une réalité très historique, quoi, vraiment sur les viols, la violence. Voilà. Et c'est parce qu'il est très historiquement correct que aussi, voilà, à la fin il y a des petites fées. Et c'est une espèce de... Alors je m'en souviens plus très bien, mais c'est une espèce de course vers... c'est un chevalier qui essaye d'avoir une vertu, de faire le bien. Et justement, il essaye, quoi. Il essaye dans un monde corrompu de trouver l'origine du mal, l'origine obscure, occulte, d'une entité mauvaise du mal. Et c'est un peu un champion, mais on se rend bien compte que en fait, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, c'est vraiment que des teintes de gris. Et à la fin, j'allais dire le sexe gagne, mais c'est ça en fait. Une des héroïnes, en fait, mine de rien, du bouquin, c'est elle en fait. C'est une rousse, elle est juste rousse, mais elle se fait traiter de sorcière et du coup, et c'est pour ça qu'on la pend. Alors que tout ce le seul défaut qu'elle a, c'est d'être jolie et d'être femme. Et comment en fait, elle est un peu prise dans ces circonstances-là, quoi. Et à la fin, elle réussit à se choper du prêtre. Et ça, c'est bon, ça. Parce que tout est mort, quoi. C'est aussi une réflexion sur la déchéance humaine, la mort, et comment en fait la vie et la sexualité finit par retrouver un chemin pour reconstruire quand même. Malgré tout le mal, toutes les saloperies qui peuvent exister, quoi. Donc ça c'est un truc que ça m'avait fait parce que vu qu'il y a du sexe dans cette BD pas mal, c'était genre j'étais ado, j'étais genre libido, voilà. Ah ça c'est bon, c'est pas trop lié à la spiritualité, mais j'aime bien. Si vous aimez le génie des alpages, je vous aime. Ça c'est vraiment trop mon genre d'humour, l'humour absurde. Et surtout mine de rien c'est un peu en fait c'est l'histoire d'un groupe de moutons autogérés. Rien que ça, parce que des notions anarchistes hein, d'autogestion. Et il y a le berger qui... enfin, voilà. C'est génial. C'est génial, l'humour est génial. Par exemple, là je vous décris la première image. Et donc vous avez ces moutons là, ces cons de moutons. T'as le berger en bas, blasé, qui fait putain j'avais dit à gauche. Et eux ils sont montés comme des cons là-haut. Et deux brebis trois brebis qui jouent donc au poker ou j'en sais rien. Et qui commence à s'énerver parce que c'est votre 5e as de cœur. A dit je démolis tout. C'est génial. Voilà. C'est vraiment barré de chez barré. Mais c'est génial quoi. C'est vraiment génial. Il n'y a pas de limite quoi.
Et l'humour est super. Voilà. Ah, t'as un truc qu'on nous lisait. Ma mère avait pris l'habitude de nous lire, parce que quand même, tu peux lire ça pendant... Le truc, c'est que ça fait presque une année. Donc ma mère s'est dit, allons, tous les soirs, on lit une histoire. Ce qu'on avait tenu pas mal pendant un moment, quand on était encore assez gamin pour lire ça. Moi, j'y tenais. C'était assez rituel. Et donc, des histoires de lutins, je me souviens plus du tout, mais c'est super choupi. C'est super choupi, les illustrations sont enfantines, très merveilleux, très mignon. Super enfantin, mignon, merveilleux, super cool, positif. Voilà. Et c'était avant de s'endormir, on pouvait lire une histoire comme ça. Donc on était encore assez jeunes, quoi, hein, quand même. Mais ouais, les contes comme ça... Il y en a d'autres, des recueils de contes, et c'est vrai qu'en fait, on a pas mal lu des contes. Moi, j'ai pas mal lu des contes quand j'étais enfant. Et c'est vrai que je trouve que c'est pas évident, à l'heure actuelle, d'écrire des contes. Je vous ai déjà mentionné Roald Dahl, pour moi, c'est le seul en France qui fait du conte, quoi. Le conte, c'est vraiment pas... il y a vraiment c'est vraiment une sorte de sommet de l'art pour l'écriture, quoi. C'est vraiment difficile d'écrire du conte. La BD de Bilbo, mais j'ai lu, je vous dis, Bilbo, je l'ai lu, c'était mon deuxième livre. Le deuxième livre sans images. Hein. Enfin, il y avait quand même des images à certains moments, j'étais genre, visuellement, pour reposer un peu ses yeux de petit enfant, qu'il faut qu'il imagine tout dans sa tête avec des mots compliqués qu'il comprend pas, donc voilà, c'est la transition. Et donc il y avait encore des images dans le bouquin, Bibliothèque verte. Là, du coup, je l'ai lu après, hein, la BD. Cette BD est très bien. Cette BD a été dessinée par David Wenzel, adaptation de Charles Dixon, et traduction de Thierry Caillotot. Ça donne vraiment visuellement... Enfin, c'est vraiment l'histoire de Bilbo. Donc, plutôt, si vous voulez un truc plus fidèle que les films horribles qui ont été faits, faut lire ça. Ça, c'est bien, c'est Bilbo. Est-ce qu'il y a Tom Bombadil, d'ailleurs ? Parce que un truc qu'a pas fait du tout Peter Jackson, c'est de parler de Tom Bombadil quand même. L'enfoiré. Alors là, il y a Bjorn. Enfin, Beorn, excusez-moi. Ça, c'est les araignées. Tom Bombadil, il arrive quand ? Bonne question, bonne question, bonne question. Non, ça, c'est quand ils sont déjà arrivés avec Smaug. C'est peut-être avant Bjorn, du coup, Tom Bombadil. Je sais qu'ils sont dans une forêt, mais... Ou alors est-ce que Tom Bombadil est encore passé à la trappe ? Ça m'étonnerait qu'à moitié. Ouais. Putain, le pauvre, quoi. Le pauvre. À chaque fois, il se fait squeezer. Parce que c'est vrai que c'est vraiment une parenthèse dans le récit. Hein, ça développe pas du tout l'histoire. Donc... Alors, un truc super important, là, on va tomber dans les BD un peu plus, que je disais, que j'ai lu très tôt. Ça, c'est ma référence. C'est comme ça que j'ai connu les dieux, le panthéon nordique. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je crois que les chats, c'est associé à Frigg. Parce que dedans, il y a un char de Frigg, je vous assure. Des chats ailés de la déesse Frigg. Torgal, ok ? Mais en fait, je sais que c'est plutôt Freya qui était associée au chat, maintenant. Mais bon, voilà. Génial, Torgal. Génial, parce que c'est pareil, vous prenez une base historique fantastique, et vous liez ça aux étoiles, vous liez ça au cosmos, aux Atlantes, mine de rien. Et ça, on le sait dès le début, quasiment. Enfin, non, peut-être pas dès le début. Peut-être pas dès le début. Encore que, est-ce qu'il a son boulon ? Est-ce qu'il a son pendentif boulon ? Les illustrations sont... Enfin, ça se voit que c'est le début de la BD. Non, il a pas son pendentif boulon, mais il le perd, en fait, parce que c'est un métal qui n'existe pas. Sans vouloir spoiler. Enfin ouais, c'est vraiment ancré dès le début dans une mythologie très 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 nordique, magique. Et en fait, on se rend compte que Torgal est un enfant des étoiles et c'est pour ça qu'il se fait emmerder tout le temps. C'est parce que les dieux nordiques, ils aiment pas les gens qui n'ont pas de destinée gravée sur leur plaque. Mais s'il essaye, eh ben ça marche pas quand même. Enfin voilà. On va parler de l'Enfeust. Arleston quand même. Bon, c'est pas vraiment une guidance spirituelle. C'est plus pour le clin d'œil, les références fantastiques, quoi, pour étaler ma culture sur votre visage. Non, enfin voilà, bon, c'est cool franchement, L'Enfeust. Alors attention,
la première saga de l'Enfeust, les premiers tomes de Troll de Troie, l'Enfeust des étoiles, ok. Après, moi je me dissocie, hein, l'Enfeust Odyssée, tout le bordel, tout ça. Voilà, ça manque d'idées au bout d'un moment. Ah, une BD, je commençais à être trop grande pour le lire. J'avais acheté les BD à l'époque. Mais j'aimais bien, je lisais ça à l'école. Donc même avant le CDI, avant le collège. C'est Yakari. Mine de rien, c'est du chamanisme indien. C'est du chamanisme. C'est du chamanisme, mais direct en fait, à chaque fois, la sagesse des... Parce qu'en fait, ce qui se passe avec Yakari, vous connaissez peut-être le dessin animé. Moi, je connais pas le dessin animé, moi j'ai vraiment lu les bouquins. Avec Petit Tonnerre et donc son totem qui vient le chercher, un grand aigle. Et en fait, enfin voilà, il fait des bêtises. Comment il récupère son don? Parce qu'en fait, c'est vrai que ouais, il chasse Petit Tonnerre. Voilà. En fait, il a cette capacité de parler aux animaux. Et d'ailleurs, quand il le dit aux humains, on lui dit va faire une petite hutte de sudation, t'as pris chaud là. La suée éliminera ces drôles d'idées. Parce qu'en fait, c'est un chaman né, ce enfin. Il a beaucoup d'empathie animale et en fait, on passe son temps à aider les animaux. Voilà. Voilà. Et donc, c'est cool. C'est une sensibilité animale toute particulière au chamanisme, à la culture amérindienne. Ici, chouette, c'est pour les enfants. Mais c'est vraiment pour les enfants, quoi. Quand on est plus vieux, on est genre... Ok. Une autre BD culturellement importante pour ma spiritualité, c'est Papyrus. Parce que là, mine de rien, on a vu les dieux nordiques, le chamanisme amérindien, et maintenant on voit les dieux égyptiens. Donc, Papyrus. J'en ai alors notamment Téti Chéri qui est une prêtresse d'Isis. Et quand elle fait sa danse d'Isis, moi ça m'a marqué. Je l'ai redessiné après alors que je dessine pas bien, hein, mais ça m'a fait un effet bœuf de ouf. Vraiment cool quoi. Donc Papyrus, c'est bien. Un petit clin d'œil. Je vais bientôt finir, la promis. Alors ça c'est pas le premier tome, mais en fait parce qu'on recevait le journal de Spirou, mais Violine, c'était... ça m'avait parlé à l'époque. Une fille qui avait ses yeux violets, voyait quand les gens mentaient. Enfin ça c'est le concept de base. Après mais j'ai pas trop suivi, c'est juste la première BD m'avait fait vraiment un effet bœuf. Ah, ma référence en fait absolue, pareil ça c'est un truc que je disais très jeune. En matière de sorcellerie et de références sorcières, bah ouais voilà, c'est genre Mélusine. Alors après j'ai arrêté de lire à partir de du 10e, ouais même avant le 10e tome parce que je considérais qu'il commençait à baisser, qu'il commençait à y avoir plus grand chose entre les deux épaisses tranches de carton. Mais le début de Mélusine est génial. C'est vraiment genre une étudiante en sorcellerie et en magie, mais qui est une sorcière, et qui met ses travaux, en fait, demande sorcière, en fait, l'histoire. C'est donc une sorcière donc, qui arrive sur son balai par une offre d'emploi, donc demande sorcière diplôme exigé et demande sorcière diplômée, expérience et référence exigée, se présenter château, ça doit être ici. Donc salut, je viens pour l'annonce. Vous semblez bien jeune, donc ça c'est patron, la fantôme et les vampires. J'ai 119 ans madame, et vous vous appelez Mélusine madame, vous êtes diplômée, je suis en 2e année. Vous avez de l'expérience? Oui. Et donc là elle le transforme le vampire en crapaud, comme ça. Et donc la fantôme qui lui fait bon, je vous prends. Vous avez votre matériel, vos bagages, votre balai. Winston va vous montrer votre travail. Et donc là... Voilà, j'ai été eue. Elle finit en femme de ménage pour un château énorme, qui est super dégueu pour une maniaque de la propreté qui est immatérielle. Donc voilà, on imagine bien l'humour de base.
Et donc, enfin, voilà, c'est génial parce qu'il y a des références à la sorcellerie, mais à la magie aussi, enfin la mage quoi. Et puis voilà, l'humour est cool. Enfin, c'est. Ouais. La sexualité, enfin la sensualité n'est pas en reste, ce qui est pas mal. Ouais, parce qu'on la voit pas mal se dévêtir, enfin ça arrive, hein, c'est pas systématique, ça va. Mais c'est un des arguments de vente, on va dire. Mais c'est cool, quoi, c'est cool, franchement. Mélusine. Et donc ça vous donne un peu la référence. C'est une image d'une sorcière traditionnelle, en fait. Conte, stéréotypée, que je trouve très cool. C'est ça que je voulais incarner, surtout. Une petite référence gratuite. Ça, c'est comme ça que j'ai su ce que je voulais faire. Oui, moi, les BD ont pas mal guidé ma vie, mine de rien. Les psys. On s'est dit, bon, c'est pas désagréable ce métier quand même. Tu restes là à écouter les gens parler, ça le fait. Il y a même notamment, dans un des psys, il y a donc lui, donc le psy, qui en fait, il fait un exorcisme. Il est genre, en fait, c'est un mec possédé qui vient en consultation. Et puis le psy avec sa flegme toute neutre, qui fait je vous écoute donc. Et donc l'autre qui commence à faire ses trucs de démon, genre avec des trucs impossibles, à grimper au plafond et tout. Oui, non, mais l'autre qui reste super pro. Et en fait, c'est le démon qui finit par se casser, il finit par l'exorciser par genre son impassibilité, tu vois, genre il a déjà tout vu. Hein. Il a tout vu, donc il s'en fout de ça. Et c'est le démon qui finit chez un psy démon, quoi, genre. C'est génial. L'humour est pas mal. Ça permet de prendre de la distance, mine de rien, sans humour, en psy, tu survis pas, quoi. Ou alors tu fais de la merde, je pense. Enfin, voilà. C'était là la petite référence personnelle. Et puis enfin, je vous parlais de Botero. Un truc que j'avais pas lu avant, que je suis en train de lire, hein, d'où le marque-page. Alors, Ewilan, voilà. C'est je suis obligée de me le farcir parce qu'en fait, j'ai commencé par Elana. Elana, génial, Elana. Très initiatique pour moi. Ewilan, c'est pour les enfants, et puis c'est vraiment genre. Bon, c'est parce qu'il y a Elana dedans. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est Elana. Là, je lis parce que je dois lire la quête principale. Mais moi, plutôt Elana, de Pierre Bottero, donc j'ai pas fini, donc me spoilez pas. Voilà. Ça, c'est un petit défrichage de toutes mes références culturelles, mais pas les seules, parce qu'il y a des films. Le film de dessin Disney. Peter Pan. Moi, c'est comme ça, c'est grâce à Peter Pan que j'ai appris à voler dans mes rêves. Ouais. Voilà, c'est massif, quoi. C'est massif. Pour moi, la culture, c'est vraiment voilà, mon berceau, quoi. Mes origines, même spirituelles. C'est-à-dire que j'ai façonné ma pensée avec tous ces trucs-là, en fait. Donc, ouais, en lisant, en regardant, en absorbant comme ça. Et puis je considère qu'en fait, c'est complètement des guidances spirituelles. Et que lire plusieurs livres vous vaudra toujours mieux que de s'en cantonner à un et dire que c'est la vérité. Voilà, ça vous donne un peu les références aussi magiques, culturelles et fantastiques aussi sur des pouvoirs psy, tout ça. Quand je dis que je passe de l'autre côté de Dieu miroir, pour moi ça a vraiment été ça, c'est-à-dire tout ce qui se vit dans ces trucs-là, dont je me suis abreuvée allègrement quand j'étais enfant, ado, adulte, et bien maintenant c'est ma réalité. Donc c'est vraiment un changement de paradigme. J'en connais beaucoup des gens qui sont, par exemple mon père, qui sont à fond en fait dans ce genre de littérature. Parce que tout ça c'est globalement des trucs qui viennent de chez moi, hein, des bibliothèques personnelles. Bon, il y a des trucs que j'ai achetés, genre pas mal de BD, genre Papyrus, Torgal, Sillage ou quoi, c'est des affinités personnelles. Mais à la base, c'est vraiment parce que culturellement, mes parents ils sont. C'est cette base culturelle là, quoi. Mais malheureusement, ils passent pas de l'autre côté. Hein. Ils restent dans le théorique. Ça, c'est aussi le propre des rôlistes. La magie, ça les fascine, ils ont envie de jouer ça. Et mine de rien, moi, la première fois que j'avais joué, fait un jeu de rôle, donc j'étais jeune.
parce que c'était mon père qui masterisait, j'avais fait une voleuse. C'était l'aspect qui m'intéressait, voleuse assassin, je trouvais ça très classe. Et mine de rien, en fait, quand j'étais adulte, la première fois que j'ai rejoué mais par moi-même un jeu de rôle, et en fait, parce que je cherchais un peu les origines, depuis quand la sorcellerie m'appelait comme ça, la magie, la sorcellerie, incarnée. Mine de rien, par un jeu de rôle de Lanfeust, j'ai réussi à trouver un personnage, on a pu me faire jouer un personnage qui se rapprochait le plus d'une sorcière, alors plutôt chamane. En fait, c'était chaman, herboriste, mais pour moi, c'était la magie à partir des plantes, de la nature. Pas comme Ekmul, ou pas la magie bling bling, la magie plus terre à terre, quoi. Il y avait cette magie-là. À travers plein de jeux de rôle aussi, j'ai pu expérimenter de la sorcellerie. Skyrim aussi, parce qu'il faut pas que j'oublie les jeux vidéo. Je peux mentionner Soul Reaver, pour la notion de destinée. Donc Soul Reaver, spirituellement. Voilà. Jeu PC. Bah mine de rien les Sims, parce que dans les Sims on pouvait jouer des sorciers. Dès la première version, même si c'était le dernier add-on, c'était Abracadabra, et je trouve ça génial, le monde de la magie, moi je me suis immergée dedans. Jusqu'à ce que ça bug, parce que je n'avais pas le droit en fait. C'était vraiment pareil, une guidance musclée, mais au bout d'un moment, j'avais là avoir des bugs informatiques ou autre ou quoi. Bon, c'est EA, hein, EA c'est le mal aussi. Mais voilà, je pouvais pas complètement vivre pour de faux. C'était pas ma destinée. Ah, mais n'empêche que voilà. Donc les Sims, mine de rien, avec la dimension sorcière qui est pas mal. C'est aussi pour ça que c'est parce qu'ils ont fait des fées que je m'y suis mis au Sims 3, sinon j'avais dit ah non, je me ferais pas avoir encore une fois. Et puis je vais manger ce donut. Quand même. Oh, je l'ai pas sorti pour rien. Comme ça vous donnera faim. Mes donuts, ils sont bons la vanille. Vous êtes vénère, hein. Non mais c'est trafiqué. Donc bon, voilà. J'ai failli pas l'acheter, puis je me suis dit, allez, pour le fun. Putain, je disais quoi? Ouais. Mine de rien, en jeu vidéo, au moment où... une fois que les Sims m'avaient lâché, parce que bug, mine de rien, j'ai commencé à chercher vraiment dans l'univers rôlistique, à jouer une sorcière traditionnelle type Mélusine, type Pratchett. Et du coup j'ai joué à Pratchett, j'ai joué une sorcière à Pratchett, c'était quand je suis venue sur Bordeaux, mon ex était rôliste en fait. Et il m'a fait jouer, j'ai pu jouer une sorcière pratchettienne, donc c'était génial. J'étais une mini mémé sur du temps, une apprentie mémé sur du temps, sans déconner. Donc ouais, il y avait le jeu de rôle du Disque Monde. Mais c'est vrai qu'en fait, en dehors, même limite en dehors de cet univers-là, mais c'est difficile à faire jouer l'univers du Disque Monde parce qu'il faut de l'humour, hein. Sans l'humour, c'est genre... What? Il faut en plus atteindre l'humour de Pratchett, donc c'est quand même du high level. Je voulais jouer une sorcière. Et je cherchais vraiment, j'ai fini le web. J'ai cherché tous les jeux de pot and click, j'ai vraiment cherché sur tout le web, surtout les jeux en ligne, les jeux gratuits, tous les jeux de gestion, de machin, tout ça, ça m'a toujours intéressé. Et je voulais vraiment chercher un jeu qui n'existait pas, et donc j'ai même commencé à le créer, qui s'appelait Sorcellerie, parce que j'avais vraiment cherché partout, sur Facebook, sur machin, sur truc, tous les jeux en rapport avec la magie, avec la sorcellerie, avec les sorcières. Et il n'existe pas de jeu vraiment basé sur les sorcières. Ce qui est une calamité. Enfin, une calamité, mais en même temps, peut-être que ça pousse les gens comme moi, justement, à se dire... Bah, ouais. En même temps, il y a une réalité de la sorcellerie, donc peut-être que... à vraiment traverser le miroir. Mais ouais, et du coup, on m'avait conseillé, à l'époque, on m'avait conseillé Skyrim. Parce que c'était un monde ouvert, et en fait, on pouvait construire son personnage à peu près comme on voulait. J'ai fini par... Alors avec certains add-ons sur la communauté Steam, à vraiment pouvoir... t'as des invocations de Spriggan par exemple, où c'est génial, tu envoies ton Spriggan, toi tu te fais tes potions, machin et tout, tu te fais tes trucs de protection, et en fait c'est super RP. Du coup tu peux vraiment incarner une sorcière neutre,
guérison, enfin différents trucs. J'ai même failli, enfin j'avais commencé à faire une sorcière mais genre méchante, parce que j'avais envie de jouer une méchante à un moment donné, une sorcière magie noire quoi, magie noire, genre je déteste l'humanité et elle punit l'humanité donc. Mais c'est pas évident parce que dans ce game c'est vachement immersif et c'était vraiment genre, normalement j'aurais dû tuer tous les gens qui passaient, tuer tout voler, tout, mais de la malveillance et ça commençait à devenir chaud parce que j'étais en je commençais quand même un peu à m'éveiller spirituellement et donc du coup j'avais plus autant de noirceur en moi en fait pour pouvoir vraiment incarner et jouer ce truc là. Donc puis c'est un moment où aussi bah mine de rien ma période je vis à travers la culture commençait à se terminer et je vis ma propre vie magique commençait donc voilà. Mais je crois qu'on a fait à peu près le tour pour mes références culturelles. Ouais en film, ouais les Disney parce que ouais, le film Merlin, y a des films fantastiques qui ne sont pas de mes références culturelles vraiment directes. Je pensais à. Zut. Avec le nain. Bon, bref. Avec Bave Morda. Enfin voilà, enfin, si vous trouvez, mais ça fait pas partie des trucs. J'ai pas vu très tôt. Je peux rester dans mes référentiels parce que je sais que j'en connais certains qui sont à fond dessus. Voilà, voilà. Donc voilà. Pour moi, la culture, c'est vraiment essentiel à ma spiritualité. Bah d'ailleurs, une spiritualité sans culture, c'est quand même vachement obscurantiste ou dogmatique, je pense. Donc pour moi, la culture, c'est la santé. Trop de culture, par contre, pas assez de spiritualité, c'est pas la santé. Hein. Je le sais parce que je le vis au quotidien auprès de gens qui sont vraiment là-dedans. Donc c'est un équilibre à trouver. Et ouais, bon, il y aura toujours cette dimension ludique, culturelle, d'évasion à travers des livres et tout qui seront là. Il faut que ça reste du loisir, de la détente. Et puis après, pour ma vraie vie, même magique, le travail chamanique ou autre truc, c'est... ouais, voilà. Living the dream. Et ouais, comme quoi, ouais, Mélusine serait fière de moi. Ouais, puis n'hésitez pas si jamais vous avez les mêmes références ou des références proches. Enfin, si vous avez reconnu des trucs qui vous parlent, n'hésitez pas à commenter surtout. Hein. C'est aussi le but. C'est pas juste de faire l'étalage. Hein. Mais pour vous dire, si je dois vous parler de moi, il faut que je vous parle de ces trucs-là. Voilà. Dis gros bisous, merci d'avoir vu cette longue vidéo. Je vous aime beaucoup. Et j'espère que ça a pu vous inspirer. Si vous cherchez des conseils de lecture ou quoi machin, je peux carrément vous aider. Voilà, des gros bisous.